Boeing a atteint quelques véritables étapes importantes en août. L'une est probablement positive et l'autre est bien, disons, moins bonne. Et alors que tout le monde dans l'industrie aéronautique traverse un été mouvementé, du moins dans l'hémisphère nord, ils ont également dû faire face à des problèmes assez inhabituels. Oui, il est temps pour un autre de nos récapitulatifs mensuels de l'actualité aéronautique où nous examinons les principales évolutions qui affectent notre industrie ainsi que des sujets plus mineurs qui ne méritent peut-être pas une vidéo complète à eux seuls, mais qui valent tout de même la peine d'être connus. Comme souvent auparavant, nous allons commencer avec Boeing qui poursuit sa tendance récente avec quelques nouvelles plus positives, mais toujours mêlées à certaines inquiétudes. La première histoire concerne le PDG de l'entreprise, Kelly Ortberg. Le 8 août a marqué 1 an depuis qu'Ortberg est devenu PDG de Boeing. Avant cela, il avait dirigé Rockwell Collins puis Collins Aerospace pendant plusieurs années. Il a pris sa retraite en 2021 après la fusion de Collins avec Raytheon pour créer RTX, ce qui signifie qu'Ortberg est sorti de sa retraite pour diriger Boeing. Je ne vais pas faire ici aujourd'hui un portrait complet d'Ortberg, nous l'avons déjà fait dans une vidéo précédente. Le point clé est qu'Ortberg, ingénieur, a déjà collaboré étroitement avec les ingénieurs de Boeing chez Rockwell Collins, fabricant de systèmes avioniques et d'autres équipements clés pour plusieurs avions Boeing. Donc même si Ortberg n'est pas un pur produit de Boeing, il n'est pas non plus nouveau dans l'industrie et, dès le début de son mandat chez Boeing, il a pris des initiatives très encourageantes, comme déménager sa famille à Seattle et demander conseil à d'anciennes personnalités positives de Boeing, comme Alan Mulally. En réalité, Ortberg n'a pas eu le temps de s'adapter progressivement à son poste chez Boeing. Comme l'a expliqué Scott Hamilton dans l'EAM News, Ortberg a rejoint l'entreprise alors qu'elle traversait encore la crise causée par l'explosion du bouchon de porte d'un Boeing 737 MAX 9. Et à peine 1 mois après son arrivée à son nouveau poste, Boeing devait renouveler un contrat avec son plus grand et plus puissant syndicat de travailleurs, l'IAM 751, qui représentait environ 30 000 employés sur le site de Boeing. Et comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, il y avait beaucoup de colère latente entre Boeing et ses employés, car la culture de l'entreprise s'était lentement éloignée de son glorieux passé d'ingénierie. Ortberg s'est ainsi retrouvé dans cette situation en août 2024, un sacré changement comparé à une retraite paisible, non? Alors, comment s'en est-il sorti cette dernière année? Eh bien, cette négociation avec les travailleurs de l'IAM 751 a dégénéré en une grève longue et amère, ce qui n'a vraiment surpris personne. Elle a duré près de 2 mois entiers et au moins une partie de l'hostilité entre la direction de l'entreprise et les travailleurs semblait être due aux décisions d'Ortberg. Comme la meilleure offre de Boeing, proposée sans consulter la direction syndicale, seulement 2 semaines après le début d'une grève de 2 mois, elle n'a évidemment pas été bien accueillie. Mais après la grève, nous avons vu quelque chose de bien plus encourageant. Les chaînes de production du 737 MAX, ainsi que celles du 767 et des cargos 777, étaient restées fermées pendant la grève, et cela à un coût énorme. Mais la production n'a pas repris avant plus d'1 mois après la fin de la grève et, bien sûr, lorsqu'on relance la production, on sait que cela prendra un peu de temps après une telle grève, mais cela devrait être environ 1 semaine, pas 1 mois. Boeing semble avoir profité de cette inactivité pour réorganiser ses affaires. Ortberg a décidé d'amener l'entreprise à se pencher sur sa propre culture avant de relancer les activités. Et cela malgré la pression de tous leurs clients qui voulaient vraiment recevoir leurs nouveaux avions. Donc, c'était clairement une bonne chose. Évidemment, il reste encore beaucoup de travail à faire pour que Boeing retrouve ses jours de gloire d'antan. Par exemple, ils ont aussi d'autres conventions collectives à prendre en compte et ils n'ont toujours pas certifié leur 737 MAX 7, qui est la plus petite variante du MAX, ni le 737 MAX 10, qui est la plus grande. Et en plus de cela, il y a aussi le 777-9 et le reste de la famille 777X, tous avec des compagnies aériennes clientes qui deviennent de plus en plus impatientes chaque jour.
Et sur une note encore plus sombre, en plus du premier anniversaire d'Ortberg en août de cette année, il y a eu un autre événement discutable pour Boeing. C'est à ce moment-là que la famille 737 a perdu son dernier record, restant au profit de la famille Airbus A320. Selon Bloomberg, en août, la famille Airbus A320 a dépassé le 737 pour devenir l'avion de ligne commerciale le plus livré de l'histoire. L'Airbus A320 était déjà devant le 737 en termes de commandes totales, et il était aussi en avance sur les livraisons annuelles. Mais le fait que le 737 soit entré en production environ 2 décennies avant la famille Airbus A320 lui a permis de rester en tête pour le nombre total de livraisons jusqu'en août 2025. Boeing avait pris une avance de 1500 avions au cours de ces 2 premières décennies, avance qu'Airbus vient tout juste d'effacer. Et cela suggère que Boeing a maintenant vraiment besoin d'un remplaçant pour le 737, ce qui constitue une autre tâche clé pour Ortberg dans les années à venir. Comme je l'ai déjà dit, il y a aussi de bonnes nouvelles pour Boeing arrivées en août. Le 25, Korean Air et Boeing ont annoncé la plus grosse commande jamais faite par la compagnie. 103 avions répartis entre le 737-10, le 787, le 777-9 et le 787-8F cargo. Cela s'ajoute à une commande de 40 Boeing déjà passée par Korean Air en mars. Début août, des informations ont indiqué que Boeing négociait une commande bien plus grande avec la Chine, ce qui constituerait un accord majeur. C'est parce que Boeing a été pratiquement exclu des ventes d'avions en Chine depuis près d'une décennie maintenant. Mais oui, il y a eu quelques commandes pendant cette période, seulement 30 avions depuis 2019. Durant cette période, Airbus a obtenu des centaines de commandes de la Chine, dont près de 300 avions en une seule commande en 2022. Les différends commerciaux et les tensions géopolitiques ont empêché les compagnies aériennes chinoises de commander des Boeing, et même les livraisons d'appareils déjà commandés restaient incertaines, la crise du 737 MAX n'ayant rien arrangé. Mais cela pourrait maintenant être en train de changer. Selon Bloomberg, l'accord que Boeing discute avec la Chine pourrait porter sur jusqu'à 500 appareils. Et bien sûr, cela pourrait encore échouer, mais si ce n'est pas le cas, cela pourrait indiquer que la chance de Boeing en Chine est enfin en train de changer. Et si c'est le cas, serait-ce simplement une coïncidence? Eh bien, probablement pas. D'autres informations montrent qu'Airbus a aussi discuté d'un contrat en Chine concernant 500 avions supplémentaires. Donc, en effet, les 2 constructeurs pourraient finalement se partager la prochaine grosse commande du pays, impliquant plusieurs compagnies aériennes différentes. Et deuxièmement, comme l'a souligné Liam News depuis un certain temps déjà, la Chine a besoin de Boeing à peu près autant que Boeing a besoin de la Chine. Vous voyez, la Chine est un immense marché de l'aviation. Et même si elle voulait punir Boeing pour des raisons géopolitiques, la réalité est qu'elle ne peut tout simplement pas faire cela indéfiniment. Airbus et le constructeur local Comac ne peuvent tout simplement pas fabriquer des avions assez rapidement pour satisfaire les besoins de la Chine. Comme Comac dépend encore beaucoup de fournisseurs étrangers pour ses avions, cette interdépendance ne changera sans doute pas bientôt. Donc, les discussions sur la vente de 500 avions par Boeing à la Chine ne racontent qu'une partie de l'histoire ici. Mais comme pour tant d'histoires dans l'aviation, le récit complet dépend vraiment de l'angle sous lequel on regarde. Pour mieux comprendre lors de nos recherches, nous faisons appel à notre sponsor, Ground News. Voici comment cela marche. En recherchant les ventes de jets Boeing, cette histoire, entourée de plus de 50 articles, montre d'un coup d'œil que 23% viennent de conglomérats médiatiques et seulement 8% de sources gouvernementales. Ground News facilite la visualisation des différences de couverture selon l'orientation politique. Par exemple, le média Sherwood News, orienté à gauche, met en avant l'aspect commercial en se concentrant sur le rebond de Boeing après qu'Airbus ait été proche d'un accord similaire, tandis que le Straits Times, orienté à droite, présente cela comme une manœuvre stratégique, suggérant que Boeing se rapproche d'un accord majeur avec la Chine. Même événement, angle très différent. Ground News permet aussi de vérifier la fiabilité et la propriété de chaque média, facilitant la compréhension de ce qui est fiable. Et si vous consultez mon fil personnalisé Mentour, il regroupe toutes les actualités de l'aviation et de l'aérospatiale dont je parle habituellement. C'est génial.
Donc, si vous voulez avoir une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres les plus bruyants, consultez ground.news/mentour ci-dessous ou scannez ce QR code. Profitez de 40% de réduction sur mon abonnement, soit seulement 5 $ par mois pour une durée limitée. Merci à Ground News d'avoir sponsorisé cette vidéo. Continuons. Un 5e 777-9 a rejoint 4 autres avions d'essai pour accélérer la certification de ce type, espérons-le avant la fin de cette année. L'entreprise collabore étroitement avec la FAA pour planifier, via des scénarios, l'augmentation de la production du 737 MAX au-delà de 38 avions par mois. En termes simples, cela signifie en fait que Boeing examine différents scénarios hypothétiques pour voir comment il gérerait les problèmes de production s'il devait être autorisé à produire des 737 plus rapidement. Pour cela, il collabore étroitement avec la FAA, qui vérifie les chiffres et ajoute ses exigences. Actuellement, la limite de production de 38 737 par mois reste en vigueur et, jusqu'à récemment, Boeing ne pouvait de toute façon pas accélérer la cadence. Mais cela a changé depuis. Boeing a atteint ce rythme cet été, plusieurs mois plus tôt que prévu, et promet des livraisons d'avions plus rapides à ses clients. Notre prochaine histoire concerne un incident en vol apparemment mineur, mais potentiellement important, impliquant le vol Air China 856. C'est un Boeing 777-300ER de 13 ans qui reliait Londres Heathrow à Pékin le 26 août. Le vol transportait 251 passagers et 15 membres d'équipage à bord. Et, selon l'Aviation Herald, le vol a rencontré une panne moteur en cours de route, ce qui a obligé l'équipage à descendre du niveau de vol 350 au niveau de vol 240. Ils ont donc dû se dérouter pour gérer la panne moteur. Et, survolant la Russie, Air China a finalement atterri à l'aéroport de Nijnevartovsk en Sibérie. Heureusement, un autre Boeing 777-300ER d'Air China a rapidement pu récupérer les passagers bloqués, dont beaucoup étaient probablement des ressortissants britanniques, sans doute un peu nerveux à l'idée de se retrouver coincés en Russie. Au total, ces passagers et membres d'équipage n'ont passé qu'environ 13 heures en Russie avant de repartir et d'arriver à Pékin en toute sécurité. Tout s'est donc très bien terminé, à l'exception de ce Boeing 777 endommagé qui est resté bloqué en Sibérie. Et c'est là qu'il y a un petit problème, car les sanctions continuent d'impacter la Russie depuis l'escalade de la guerre en Ukraine par le pays en 2022. De nombreuses compagnies aériennes évitent ainsi l'espace aérien du pays, devant voler plus loin et consommer plus de carburant. Mais certaines compagnies aériennes, notamment celles de Chine et quelques autres, continuent de survoler le pays. Récemment, des questions encore plus intéressantes ont émergé sur la Russie et son industrie aéronautique. Boeing a cessé d'acheter du titane à la Russie en 2022, mettant fin à sa coentreprise avec VSMPO Avisma, le principal producteur russe. Mais la Russie continue d'exporter du titane vers les États-Unis et d'autres pays qui imposent des sanctions. Dernièrement, VSMPO Avisma espère la reprise des exportations de titane et le rétablissement de sa coentreprise avec Boeing. Est-ce probable? Eh bien, cela dépend évidemment de l'évolution de la guerre en Ukraine. Mais honnêtement, si Boeing et Airbus ont trouvé des fournisseurs alternatifs avec moins de risques géopolitiques, il est difficile de les imaginer retourner en Russie. On ne doit jamais dire jamais. Passons à notre prochaine histoire, un sujet qui a fait l'actualité en août et sur lequel j'avais déjà fait une vidéo Mentour Pilote il y a longtemps. Certains passagers, très concernés, ont décidé de poursuivre Delta et United Airlines, ce qui a attiré l'attention. Et il s'agit là de la question des sièges côté hublot, ou plus précisément de ceux qui n'ont en réalité pas de hublot à côté d'eux. Au cas où vous ne l'auriez jamais remarqué, certains avions, dont le Boeing 737 que je pilote, n'ont pas de hublot à certaines rangées. Alors, pourquoi cela? Eh bien, dans le cas du 737, si vous regardez à peu près à l'endroit où le bord d'attaque de l'aile rejoint le fuselage, vous verrez qu'il manque un hublot de chaque côté.
Et c'est parce que l'air que nous respirons tous en vol provient des moteurs avant la phase de combustion, donc il est propre et sain. Cet air est ensuite traité et refroidi, puis il doit atteindre le plafond de l'avion pour arriver jusqu'aux buses orientables que vous avez au-dessus de votre siège ainsi qu'aux diffuseurs latéraux. L'air circule dans des conduits placés dans la paroi, précisément à l'emplacement des hublots manquants. Je précise que le 737 n'est pas le seul avion avec cette configuration. Le Boeing 757 en est également doté et de nombreux Airbus A320 et 1 présentent des configurations de fenêtres similaires. Bien sûr, rien de tout cela n'est nouveau pour qui que ce soit. Les Boeing 737, 757 et Airbus A320 et 1 sont fabriqués ainsi depuis des décennies. Unity et Delta sont poursuivis car elles n'auraient pas précisé sur leur site que ces sièges n'avaient pas de hublot, contrairement à d'autres compagnies. Plusieurs clients ont payé un supplément pour choisir ces sièges et profiter d'une belle vue, mais ont été très déçus de se retrouver à côté d'un mur. Fait important, les recours collectifs concernent plus d'1 million de passagers par compagnie aérienne, ce qui pourrait coûter très cher si les actions aboutissent, et cela pourrait alors créer un précédent pour les autres compagnies qui n'avertissent pas leurs passagers à propos de ces sièges spécifiques. Assez ridicule mais amusant. Notre prochaine histoire porte sur un sujet que l'industrie aéronautique, comme toutes les industries, redoute particulièrement en été. Les grèves. Ce mois-ci, l'attention s'est surtout portée sur le personnel de cabine d'Air Canada. La grève d'environ 10 400 agents de bord débutée le 16 août a forcé la compagnie aérienne à arrêter ses activités. Air Canada transporte environ 130 000 passagers par jour, tous ayant dû être reprogrammés ou indemnisés, ce qui a causé le chaos en pleine saison estivale. Au bout de 3 jours, le Conseil canadien des relations industrielles a déclaré la grève illégale et a demandé au personnel de cabine de reprendre le travail, mais leur syndicat a décidé de défier cette décision. La question principale portait sur la rémunération des équipages de cabine, qui n'incluait pas l'embarquement et le débarquement comme dans beaucoup de compagnies aériennes. Le syndicat a soutenu qu'en tenant compte du temps réel passé à travailler, les agents de bord gagnaient environ 30% de moins par heure que le salaire minimum fédéral canadien. Malgré l'offre améliorée de la compagnie aérienne après le début de la grève, le syndicat affirme que la rémunération des membres d'équipage reste inférieure au salaire minimum. Finalement, une offre améliorée a convaincu le syndicat des membres d'équipage de cabine de faire reprendre le travail à tout le 20 août. Dans l'offre finale, la compagnie aérienne a accepté de rémunérer les membres d'équipage de cabine pour 1 heure avant le vol sur les monocouloirs ou 70 minutes sur les gros porteurs à 50% de leur taux horaire, ce qui passerait ensuite à 70% de leur taux horaire après 4 ans. Mais malheureusement, ce n'était pas la fin des perturbations. Vous voyez, il faut du temps pour que les choses reprennent après un tel arrêt. Et Air Canada a estimé qu'il faudrait 10 jours après la fin de la grève pour retrouver une capacité normale. Finalement, la grève a sans doute touché plus d'1 million de passagers. Maintenant, il y a beaucoup plus à discuter ici, au-delà du cadre de cette vidéo, notamment le calcul des temps de bloc et la façon dont cela affecte les plannings des équipages, la rémunération des pilotes et du personnel de cabine, ainsi que l'indemnisation des passagers en cas de retard. Alors, dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez que je fasse une vidéo séparée à ce sujet. Et pendant que vous y êtes, assurez-vous également d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Les grèves estivales touchent aussi d'autres secteurs que les compagnies aériennes comme Air Canada. Les employés d'Airbus au Royaume-Uni ont annoncé mi-août une grève de 10 jours en septembre, sauf si le constructeur européen améliore son offre salariale. Ce syndicat, Unity, représente environ 3000 mécaniciens et ingénieurs et leur travail chez Airbus consiste à fabriquer les ailes des avions. Toutes les ailes d'Airbus sont fabriquées au Royaume-Uni, sauf quelques-unes assemblées en Chine. Airbus affirme avoir déjà fait une offre compétitive à ses employés, mais évidemment, le syndicat n'est pas d'accord, arguant que l'inflation et la hausse du coût de la vie affectent leurs membres, alors qu'Airbus réalise de bons bénéfices. Donc, sans accord, la première grève aura déjà eu lieu quand vous verrez ceci et continuera ensuite par intermittence. Voilà pour Airbus, mais Boeing a aussi ses propres inquiétudes sur une grève.
Comme Ben l'a dit dans le récapitulatif de juillet, cette année, le syndicat des travailleurs IAM 837 de Boeing devait négocier. Et ce sont ces travailleurs qui construisent des avions de chasse comme le FA-18 et le F-15 à Saint-Louis, dans le Missouri, où ils fabriquent également certains composants d'ailes pour le nouveau 777X. En juillet, nous avions évoqué une possible grève. Et effectivement, c'est aussi ce qui s'est passé le 4 août. Et alors que nous enregistrons cette vidéo dans les derniers jours d'août, la grève est toujours en cours sans qu'on voit la fin arriver. Maintenant, Boeing a amélioré son offre initiale, mais le syndicat, qui représente 3200 travailleurs, l'a rejetée. Et les négociations ont apparemment complètement échoué le 27 août, sans calendrier pour la reprise des discussions. Espérons que cela aura changé d'ici le moment où vous regarderez ceci. Mais dans tous les cas, le président-directeur général de Boeing affirme que cette grève est bien moins perturbatrice que celle à laquelle l'entreprise a été confrontée il y a un an. Notre dernière histoire concerne la nature quelque peu changeante du marché des compagnies aériennes à bas coût et ultra bas coût aux États-Unis. Nous avons abordé ce sujet dans des vidéos précédentes en expliquant que des compagnies comme Spirit et Southwest ont, ces dernières années, revu quelque peu leur modèle d'exploitation à bas coût et que Spirit a également rencontré de sérieux problèmes financiers, tandis que Southwest est actuellement occupé à se réinventer après avoir abandonné sa politique de sièges libres, introduit des options de sièges premium et maintenant, pour la toute première fois, fait payer les bagages enregistrés. Peut-on vraiment dire que les compagnies low cost disparaissent? Ou existe-t-il des exceptions à cette tendance? Eh bien, au cours du mois dernier, le problème de Spirit semble confirmer la tendance négative que nous avons observée précédemment. La compagnie aérienne est sortie d'un processus de restructuration il y a quelques mois, mais elle continue de constater une faible demande sur ses routes principales et ses réserves de trésorerie diminuent de plus en plus. Depuis la restructuration, les actions de la compagnie aérienne ont chuté de 42%. Dernièrement, Spirit a engagé de nouveaux conseillers pour examiner ses options. Il est intéressant de noter que la mauvaise fortune de Spirit n'affecte pas Frontier, autre compagnie ultra low cost de Denver, présente sur de nombreux mêmes marchés. Frontier a tenté à plusieurs reprises d'acquérir Spirit, d'abord en 2022 avant que JetBlue ne fasse une offre malheureuse, puis à nouveau cette année, mais le conseil d'administration de Spirit a refusé. Frontier voit les difficultés de Spirit et Southwest comme une opportunité grandissante. Malgré le manque de demande de Spirit sur les routes clés, Frontier pense qu'elle peut réussir là où Spirit a échoué. Mais comment? Une partie des problèmes de trésorerie de Spirit vient d'avions immobilisés à cause des moteurs Pratt et Whitney. Au moment de cet enregistrement, Spirit a 38 de ses 91 Airbus A320neo hors service, tandis que Frontier n'a que 6 Airbus A320neo immobilisés sur ses 82 avions. Et cela fait évidemment une énorme différence en termes de coût. Ensuite, Southwest innove en lançant sa première destination internationale depuis 2021, Saint-Martin, dans les Caraïbes. Mais il est intéressant de noter que Frontier pense que le fait que Southwest facture désormais aussi les bagages enregistrés jouera en faveur de Frontier. Vous voyez, les bagages enregistrés gratuits étaient un facteur de différenciation clé pour de nombreux passagers. Donc Frontier pense que le changement de Southwest a en fait nivelé les règles du jeu. Évidemment, il y a plus que cela. Frontier propose désormais des options premium, s'éloignant du modèle ultra low cost. Pourtant, ces évolutions chez les compagnies à bas coût ne signifient pas leur disparition. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Y a-t-il d'autres actualités aéronautiques, doutes à suivre? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Aussi, si vous trouvez ces vidéos intéressantes, j'espère que vous suivez également le podcast de Ben et moi, Captain Speaking, qui est disponible ici sur YouTube, sur Spotify ou partout ailleurs. Là où sont vos podcasts favoris? Là-bas, nous parlons de tout. Actualité aéronautique, vue de notre point de vue de pilote, anecdotes et conseils, tout simplement. Mais nous répondons aussi à vos questions, alors assurez-vous de nous les envoyer sur la plateforme de votre choix. Je m'appelle Peter Hernfeldt et vous regardez Mentor Now. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.